Merci Hugues Petit pour cet accueil, cette invitation. Puisque le conseil scientifique du Front National a été cité, je citerai celui qui en avait été le président, le sociologue Jules Monroe, dont l'un des derniers livres s'appelait Désintox et avait été consacré précisément à la désinformation. C'était, je crois, maintenant, il y a peut-être 30 ans ou un peu plus, mais la situation ne s'est pas vraiment améliorée dans ce domaine. Alors, je remercie Hugues Petit et Civitas de m'avoir proposé ce sujet, les grands mensonges sur le grand remplacement, parce que c'est à l'intersection de deux sujets que je traite assez régulièrement: la désinformation médiatique, la tyrannie médiatique, les mensonges médiatiques et la question de l'immigration. La question de l'immigration n'est pas la seule pour laquelle il y a des mensonges, mais c'est un domaine où ça prospère quand même pas mal. Alors, en général, les médias dominants, le système dominant, tiennent deux discours sur le grand remplacement. Un, il n'existe pas. Deux, il n'est pas voulu. Et c'est une théorie qui non seulement est fausse, mais qui de surcroît est complotiste. Alors, je vais répondre à ces deux points. Le deuxième point, d'ailleurs, ne fera que préparer le terrain à notre ami Hilard, qui pourra prospérer, je pense, à partir du développement. D'abord, il n'existerait pas. Alors, il n'existerait pas avec des arguments contradictoires. D'abord, la France aurait toujours été une terre d'immigration. Ça, c'est la première affirmation. Et la deuxième, c'est que la population étrangère est stable. La population immigrée est stable. Les entrées sont stables. Donc, il n'y a pas de grand remplacement. Alors, je vais rapidement répondre à chacun de ces points avec des faits précis. D'abord, la France, terre d'immigration. C'est une foutaise historique majeure, dont l'itière a été fait d'ailleurs dans les livres de Dupaquier, publié au PUF, 4 tomes, Histoire de la population française. Alors, la France, terre d'immigration, c'est faux. Le peuplement de la France, et de manière plus générale le peuplement de l'Europe, n'a pas bougé globalement depuis 5000 ans. Depuis l'expansion indo-européenne sur l'ensemble de l'Europe, sur des terres vides, ou sur des terres où il y avait encore des chasseurs-cueilleurs, il n'y a pas eu de mouvement d'immigration en Europe. Les seuls endroits où on trouve de légères traces dans la population des migrations arabo-musulmanes, c'est le sud de la Sicile et le sud de l'Espagne. Ailleurs, il n'y a pas eu de traces. Il y a pu avoir quelques mouvements internes à l'Europe, mais qui n'ont pas changé fondamentalement les choses. Nous parlons en France des grandes invasions, pour évoquer ce qui s'est passé entre la chute de l'Empire romain et, on va dire, le 6e ou 7e siècle. Ce qu'on appelle les grandes invasions ont changé la population française à hauteur de quelques pourcents sur quelques siècles. Et ils ont changé la population française à l'intérieur d'un substrat européen, c'est-à-dire des changements quand même assez marginaux. Depuis cette période, plus rien, jusqu'aux années, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, où il y a des phénomènes migratoires qui touchent la France, mais qui sont modestes en volume
et qui sont des migrations venant de pays européens, généralement une immigration européenne catholique venant de Pologne ou d'Italie, puis dans un deuxième temps d'Espagne ou du Portugal. Et cela jusqu'en 1960. Donc en gros, le substrat de la population européenne n'a pas changé pendant 5000 ans, et le substrat de la population française n'a pas changé, si ce n'est par des apports européens extrêmement voisins. Donc la thèse de la France, terre d'immigration, c'est un mensonge absolu, mais constamment répété. Constamment répété. Et si vous allez débattre dans les médias, on va vous dire, mais c'est une terre d'immigration. Et donc vous allez passer 3 minutes à dire, mais non, c'est pas exact. Voilà. Alors ensuite, on nous dit, la population étrangère est stable. Alors ça, c'est assez extraordinaire. D'abord, formellement et statistiquement, c'est tout de même faux. En 1911, la population étrangère représentait 3% de la population française. 3%. Aujourd'hui, 5 à 6%. On va nous dire c'est peu, 5 à 6%. Alors d'abord, premier élément de comparaison, dans les 5 à 6%, dans les 3% de population, quand on passe de 3 à 6%, il y a quand même un doublement. Deuxièmement, dans les 3% de population étrangère en 1911, il y avait un certain nombre, c'est marginal, mais ça mérite quand même d'être mentionné, un certain nombre de femmes d'origine française qui avaient épousé des étrangers, des Italiens ou des Polonais, et qui de facto avaient perdu la nationalité française. C'est-à-dire que dans ces 3%, on compte un petit nombre de Français, ou plutôt de Françaises de souche. Enfin, c'est juste pour nuancer le chiffre. Mais surtout, là où le chiffre est radicalement différent, c'est que en 1911, l'accès à la nationalité française était assez strict, assez réglementé, et il n'avait pas le caractère d'automaticité qu'il a aujourd'hui. Donc ce chiffre, évidemment, est beaucoup plus large qu'il ne serait selon les critères d'aujourd'hui. Et quand on prend aujourd'hui les 5 ou 6% d'étrangers, il est évident que c'est un chiffre qui est constant d'ailleurs. Si on regarde il y a 30 ans, on sort aussi 5 ou 6% d'étrangers. Forcément, parce qu'en même temps qu'il va rentrer 100 000, 150 000 ou 200 000 étrangers, en même temps, on va faire accéder à la nationalité française 100, 150 000 ou 200 000 étrangers. Donc il y a une addition d'un côté, une soustraction de l'autre, et on en déduit qu'il n'y a pas de changement. Évidemment, ça ne correspond pas à la réalité, ça correspond à la réalité administrative, ça ne correspond pas à la réalité culturelle, à la réalité politique, à la réalité sentimentale, à la réalité civilisationnelle. Aujourd'hui, le terme français a perdu beaucoup de son contenu. C'est devenu un terme administratif. Pour un certain nombre de Français, ça correspond encore à quelque chose. Il y a des Français d'origine, il y a des Français de culture, il y a des Français de civilisation, il y a des Français d'affection, bien sûr. Et puis, il y a des gens qui sont des Français administratifs, mais qui ne sont ni des Français d'origine, ni des Français culturels, ni des Français civilisationnels. C'est simplement un papier, mais ça n'a pas de sens. Alors, si on regarde le poids réel de l'immigration, eh bien, on n'est pas à 6%, mais on est autour de 20%. Alors d'abord, il y a une chose qui me paraît extrêmement frappante, c'est que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, moi j'appelle ça comité de censure, comité socialiste audiovisuel, censure socialiste audiovisuelle, mais peu importe. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a reproché aux télévisions
de ne faire apparaître que 18,5% de représentants de la diversité, je reprends leur vocabulaire, dans les émissions de télévision. Et il dit c'est insuffisant. S'il dit que c'est insuffisant, c'est qu'il pense que la diversité représente plus de 18,5%. Donc 20, 21, 22, 23, je ne sais pas. Mais 18,5%, c'est insuffisant. Donc là, il y a quand même un problème. Et si on regarde les chiffres de l'INED et de l'INSEE, qui sont sans doute des chiffres, toutes les statistiques sont discutables. Et les chiffres de l'INSEE et de l'INED sont discutables. Mais enfin, il faut quand même les prendre comme base de données, quitte à les critiquer. L'INED et l'INSEE, sur des chiffres de la base 2008-2011, chiffres à 19,1% le nombre des étrangers et des descendants d'étrangers. 19,5%. C'est un chiffre qui mérite d'être corrigé de plusieurs manières. D'abord, dans ce chiffre, il y a, donc il faut le corriger à la baisse, il y a un certain nombre de descendants d'Espagnols ou de Portugais, voire de Polonais, qui dans l'ensemble sont assimilés et donc qui sont des Français comme les autres ou potentiellement des Français comme les autres. Donc il faut diminuer ce chiffre, mais il faut aussi l'augmenter. Et l'augmenter de trois manières. Première manière, ce sont des chiffres officiels. Or, ils sous-estiment les populations. On a vu, il y a un rapport parlementaire officiel, fait par des gens d'En Marche et des gens, enfin, vraiment, c'est des gens, tout ce qu'il y a de plus politiquement correct, qui affirment qu'on ne connaît pas à 30% près, la population de la Seine-Saint-Denis. Donc le chiffre, il est minoré. Le chiffre est minoré parce que c'est des chiffres de 2008 ou de 2011 et que depuis, le flux migratoire s'est considérablement accéléré. Il est minoré aussi parce qu'on prend la première génération, la deuxième génération, mais on oublie la troisième génération, qui malheureusement n'est guère plus, et même plutôt est moins assimilée que les précédentes, s'agissant des gens qui viennent du monde arabo-musulman ou du monde africain, pour lequel l'assimilation peut se faire, pour des individualités bien sûr, mais n'est pas la règle générale. Donc vous voyez qu'on n'est pas à 6%, comme l'a encore répété très récemment dans Le Monde, alors c'est parfait, c'était le responsable des décodeurs du monde. Le responsable des décodeurs du monde a affirmé pendant 8 jours que les immigrés et descendants d'immigrés étaient 6%. Jusqu'à, alors là c'est quand même comique, tout le monde lui a dit mais non attention là vous vous trompez parce que même avec les chiffres officiels et tout, c'est pas votre statistique, c'est pas 6%, c'est 12%. Eh bien on lui a dit ils ont mis une semaine à corriger quand les décodeurs de Libération, Check News de Libération a dit ah non là quand même vous exagérez. Donc vous voyez dans quel point, et ce sont les gens qui vont être chargés de décoder les fake news pour la campagne européenne, avec l'aide de Soros, de Google et des institutions de l'Union européenne. C'est sûr que si on confie le contrôle de la véracité pour les élections européennes aux décodeurs du monde, on est vraiment tranquille, il n'y a pas de souci à se faire, ça va bien aller, rassurez-vous. On nous dit aussi que les entrées sont stables. Ça, c'est M. Viktorovitch qui se répand beaucoup, qui nous dit les entrées sont stables. Alors, les entrées sont stables. Effectivement, en 2008, on a recensé 210 000 entrées. Recensées. En 2018, on en a recensé 420 000. C'est la stabilité par le doublement.
Alors, comment j'arrive à ces 420 000 ? Assez simplement, je prends les 240 000 entrées, 240 000 titres de séjour délivrés, donc ça c'est les entrées officielles, 240 000 titres de séjour délivrés, j'ajoute 120 000 demandes d'asile et j'ajoute 50 000 mineurs isolés, qui ne sont d'ailleurs ni mineurs ni isolés, mais enfin il faut quand même les compter quelque part. Et donc, on arrive à 420 000. Voilà, 410 000 précisément. Voilà. Et donc il y a un doublement, mais on nous dit c'est stable. C'est stable. Voilà. Alors, on peut regarder aussi autrement. Monsieur Fourquet, un grand organisme de statistiques, vient de publier un livre sur l'archipel français où il reconnaît le grand remplacement. Il n'emploie pas le mot, parce que quand même... mais il reconnaît le grand remplacement et il note que 18,5% des nouveau-nés garçons ont un prénom musulman. Ça, si ce n'est pas du grand remplacement, voilà. Et il est évident que ça ne mesure pas l'ampleur des naissances d'origine autre qu'européenne, parce que d'abord, dans ces 18,5%, on ne tient pas compte les prénoms ambigus, parce que certains prénoms peuvent être musulmans ou pas l'être, il y a une certaine variabilité, idem pour les jeunes femmes par exemple. Le prénom Inès peut être un prénom musulman ou un prénom espagnol, voilà. Bon. Et ça ne prend pas non plus en compte l'ensemble de l'immigration, puisque tous ne sont pas forcément de culture musulmane. Si on prend... on a une statistique d'ailleurs pour les naissances, qui est le test de dépistage à la drépanocytose, qui dépiste globalement tous ceux qui ne sont pas d'origine européenne. Alors c'est vrai qu'il y a certains de nos compatriotes des Antilles qui peuvent être dépistés, mais d'un autre côté, ça fausse un peu la statistique, mais d'un autre côté, on ne dépiste pas les Chinois par exemple. Et donc, on s'aperçoit que ce dépistage, qui concernait 20% des nouveau-nés en 2001, 20% des nouveau-nés en 2001, en concerne 38% en 2017. Et donc on a un doublement, quasiment un doublement du phénomène qui montre l'ampleur avec laquelle se produit le grand remplacement. Le grand remplacement, il n'est pas seulement démographique, il est aussi civilisationnel. On le voit, c'est le ramadan qu'on est obligé de fêter quasiment, enfin en tout cas c'est ce que la télévision nous recommande, c'est les quartiers où la charia s'applique, c'est le voile islamique qu'on voit partout, sauf ici peut-être, et c'est le halal qui s'impose dans toutes les assiettes, y compris dans les assiettes de ceux qui ne sont pas musulmans, par le biais des cantines d'entreprise, par le biais des cantines scolaires, par le biais de l'industrie agroalimentaire. 50% des animaux de boucherie en France sont aujourd'hui abattus selon le rite halal. Voilà. Alors donc il y a bien un grand remplacement. Alors, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est consciemment voulu? C'est pas affirmé que c'est voulu, ou c'est rarement affirmé que c'est voulu. Simplement, je crois qu'on peut regarder un certain nombre de choses, purement factuelles. D'abord, le traitement de ceux qui s'opposent à l'immigration et le traitement de ceux qui sont favorables. La case vous y opposez, vous n'avez pas accès aux médias, vous n'avez pas accès aux grandes maisons d'édition. Par contre, vous avez accès à la 17e chambre correctionnelle ou aux tribunaux. Là c'est la file VIP, là. Ça, il n'y a pas de souci. Vous manifestez pacifiquement, comme le font les identitaires, 48 heures de garde à vue. Vous organisez le passage de clandestins
comme l'a fait ce soi-disant agriculteur des Alpes-Maritimes, vous êtes traités en héros et on change la jurisprudence pour ne pas vous condamner. La loi condamne l'aide aux clandestins, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation décident que c'est contraire au principe de fraternité et donc vous n'êtes pas condamné. Donc il y a quand même une différence de traitement. Et vous avez les subventions. Je vais vous citer un chiffre. Le budget de Frontex, le système de protection des frontières européennes, c'est moins de 500 millions d'euros. Le budget que Soros, que les associations de Soros, financées par les capitalistes et aussi par un certain nombre d'institutions publiques comme l'Union européenne, comme un certain nombre d'États ou de régions, c'est plus de 500 millions d'euros. Il y a plus d'argent pour la propagande immigrationniste qu'il n'y en a à l'échelle européenne, là je parle, hein, mais à l'échelle française on trouverait sûrement la même chose, qu'il y en a pour contrôler les frontières. Alors je ne sais pas si c'est voulu, mais c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Alors, maintenant, si on regarde qui prend les décisions, ce ne sont pas les hommes politiques. Les hommes politiques, à peu près de toute tendance, vont dire qu'il faut limiter l'immigration, voire la réduire. Alors, ils ne vont pas aller jusqu'à dire qu'il faut l'arrêter complètement, ni même dire qu'il faut la remigration. Là, non, là, pas du tout. Mais globalement, l'ensemble de l'échiquier politique va dire qu'il faut réduire. C'est très bien, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Les lois sur l'immigration ne sont pas faites par les électeurs, elles ne sont pas faites par le parlementaire, elles sont faites par les juridictions. Tout le droit de l'immigration que nous avons, 90% on va dire, 90% du droit de l'immigration que nous avons, il est fait par les juridictions. La Cour européenne des droits de l'homme, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, mais qui pèse énormément, la Cour nationale du droit d'asile, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation. Voilà ce qui fait la législation. Le regroupement familial, il a été décidé, il y a eu un décret qui l'a facilité en 1976. Chirac, Giscard, c'est connu. Sauf que Giscard et Barre ont voulu revenir dessus, ils ont pris un décret, et le décret a été cassé par le Conseil d'État en 1978 ou 79, c'est-à-dire il y a 40 ans. Et le regroupement familial, c'est le Conseil d'État. L'asile, au départ, l'asile, c'est pour protéger des gens, des petites minorités persécutées politiquement dans leur pays. Moi, j'ai des candidats au droit d'asile. J'avais des candidats. Il y a eu Asia Bibi, mais personne n'en a voulu. Elle a fini par trouver quand même un point de chute au Canada, je crois. Mais moi, j'avais des candidats au droit d'asile. Snowden, pas de droit d'asile. Assange, pas de droit d'asile. Donc ceux qui méritent le droit d'asile ne l'ont pas. Par contre, le type qui vient de n'importe où, qui raconte n'importe quel bobard, on va l'écouter et on va lui donner le droit d'asile, non pas seulement s'il est persécuté politiquement, parce que maintenant on a ajouté ce qu'on appelle la protection subsidiaire, c'est-à-dire vous avez des problèmes familiaux. Alors le gars va dire bah, je suis homosexuel, dans mon pays c'est mal vu, donc je suis persécuté, que vous devez bénéficier de ces droits. Eh bien, en matière d'immigration, vous n'avez pas besoin d'apporter ni la preuve de votre identité, ni la preuve des persécutions que vous subissez. Le simple fait d'affirmer quelque chose suffit à vous créer des droits. Donc, il y a véritablement une inversion complète des logiques judiciaires pour faciliter l'immigration. Et il est évident qu'il n'y a pas de solution à la marge sur les questions d'immigration. Il ne peut y avoir de solution que par un changement radical de perspective,
faire passer au premier plan non pas les droits individuels de l'homme, mais le droit des peuples à la continuité historique, le droit des peuples à leur identité. Ça, c'est la première condition. Sinon, il ne se passera rien. Et puis, ce qui est un peu le préalable de tout ça, c'est une chose extrêmement simple. L'arrêt des subventions aux associations immigrationnistes et l'abrogation des lois liberticides, en particulier de la loi Pleven et des lois antidiscriminatoires, parce que, je vais dire quelque chose de tout à fait politiquement incorrect, mais nous avons le choix entre discriminer ou disparaître.